Ma mère a penché sa tête parfaitement coiffée vers moi, un sourire d'ange peint sur ses lèvres pour que les invités ne se doutent de rien. La lumière des lustres se reflétait dans ses diamants, créant une illusion de pureté et de grâce. Puis, d'une voix qui ressemblait au sifflement d'un serpent caché sous des fleurs, elle a murmuré ces mots qui ont glacé mon sang plus sûrement que le vent d'hiver qui soufflait dehors. On aurait dû t'abandonner à la naissance. Tu nous coûtes trop cher pour ce que tu vaux. Le monde s'est arrêté. La musique du quatuor à cordes jouant du Vivaldi est devenue un bourdonnement lointain et insupportable. J'ai regardé cette femme, celle qui m'avait donné la vie, et pour la première fois de mon existence, je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Un sourire qui ne touchait pas mes yeux, un sourire tranchant comme une lame de rasoir. J'ai dit, alors adieu. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe bon marché, et je suis sortie sans me retourner. Ils pensaient que je fuyais pour pleurer dans les toilettes comme la petite fille faible qu'ils avaient toujours connue. Ils avaient tort. Je sortais pour appuyer sur le détonateur. 30 minutes plus tard, leur fête d'anniversaire parfaite, ce monument à leur hypocrisie, s'est transformé en une zone de guerre psychologique dont personne ne sortirait indemne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'ombre et la lumière. C'est un honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui pour partager cette histoire de vengeance et de libération. Avant de vous raconter comment j'ai détruit la réputation de ma famille parfaite en une seule soirée mémorable, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir dans cette assemblée virtuelle. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde, unis contre l'injustice, formant une armée silencieuse mais puissante, peu importe le fuseau horaire qui nous sépare. Je m'appelle Maglone. J'ai 28 ans, mais ce soir-là, je me sentais vieille de 100 ans. En ce moment même, je suis debout sur le trottoir, devant ce restaurant huppé d'Angers, une ancienne abbaye du XVIIe siècle reconvertie en lieu de réception pour la haute bourgeoisie locale. Les murs de pierre sont imposants, chargés d'histoire, témoins silencieux de siècles de prières et de secrets, tout comme les secrets inavouables que ma famille cache derrière ses sourires de façade. L'air est glacial ce soir de novembre, un froid humide et pénétrant qui transperce les manteaux les plus épais, mais étrangement, je ne sens pas le froid. Une chaleur intense, née de l'adrénaline pure et d'une résolution inébranlable, irradie depuis ma poitrine et réchauffe mes membres engourdis. À l'intérieur, dans la salle aux voûtes gothiques et aux lustres étincelants, mes parents, Sibylle et Baudouin, célèbrent leurs 40 ans de mariage. 40 ans de mensonges, de mise en scène impeccable et de sourires hypocrites servis sur un plateau d'argent à une société qui ne demande qu'à être trompée. Il y a une heure à peine, je suis arrivée devant ces grandes portes en chêne massif, le cœur battant un rythme irrégulier, presque douloureux. Je tenais fermement contre moi un paquet rectangulaire, emballé avec un soin obsessionnel dans du papier de soie artisanal bleu nuit, fermé par un ruban de satin ivoire que j'avais repassé 3 fois. Je suis restauratrice de livres anciens. C'est un métier de l'ombre, un métier de patience infinie, de silence monacal et de précision chirurgicale. J'avais passé 6 mois, sacrifiant mes soirs et mes week-ends, à restaurer le tout premier registre généalogique de notre famille, un document unique et irremplaçable datant du XIXe siècle que j'avais trouvé en piteux état, mangé par les vers et l'humidité, oublié dans un coin sombre du grenier familial. J'avais recollé chaque page déchirée avec de la colle d'amidon préparée maison, traité le papier page par page contre l'acidité qui le rongeait lentement, et doré la couverture en cuir maroquin à la feuille d'or fin, motif par motif, jusqu'à ce que mes yeux brûlent de fatigue. C'était mon offrande de paix. Une tentative désespérée, peut-être la dernière et la plus pathétique de ma vie, de leur montrer que j'avais de la valeur, que mes mains, bien que n'étant pas celles d'un chirurgien ou d'une avocate, pouvaient créer de la beauté et préserver notre héritage. Quand je suis entrée dans la salle de réception, l'odeur entêtante des lys blancs et du champagne coûteux m'a assaillie, me donnant presque la nausée. Sibylle, ma mère, trônant au milieu de ses admirateurs, m'a accueillie non pas avec une étreinte chaleureuse, non pas avec un regard aimant, mais avec un scan critique qui m'a détaillé de la tête aux pieds, s'attardant sur chaque détail qu'elle jugeait imparfait, comme si j'étais un meuble mal placé. « Tu as mis cette robe ?» a-t-elle soupiré, assez fort pour que ma tante Bertille, qui passait par là avec une coupe de champagne et son air de fouine, entende parfaitement. « Elle te fait le teint gris, ma pauvre fille. On dirait que tu vas à un enterrement, pas à une fête. Tu aurais pu faire un effort pour une fois. » J'ai ignoré la pique, habituée à ce genre de remarques depuis l'enfance, comme on s'habitue à une douleur chronique. J'ai tendu le paquet avec un sourire timide, presque suppliant. Joyeux anniversaire, maman, papa. J'ai passé des mois dessus. C'est l'histoire de notre famille, sauvée de l'oubli.
J'espère qu'il vous plaira. Ma mère a pris le paquet du bout des doigts manucurés, comme s'il s'agissait d'un linge sale ou d'un objet potentiellement contagieux. Elle ne l'a même pas ouvert. Elle ne l'a même pas secoué pour deviner ce que c'était. Elle a posé négligemment sur une chaise, derrière une composition florale massive qui le cachait complètement à la vue des invités, le reléguant au rang d'objet encombrant. C'est gentil, Maglone. Mais pose ça là. On ne va pas encombrer la table des cadeaux, elle est déjà pleine de choses magnifiques. Stanislas et Adélaïde ont offert un voyage aux Seychelles et une sculpture en bronze signée par un artiste coté. Ton petit bricolage ferait tâche, tu comprends? On l'ouvrira plus tard, quand les invités importants seront partis. Peut-être demain, si on a le temps. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge, dur comme une pierre, m'empêchant presque de respirer. Mon travail, mon art, mon âme mise à nu, réduit à un petit bricolage gênant, indigne de figurer à côté des chèques et des objets de luxe. Stanislas, mon frère aîné, le fameux enfant roi, trônait au centre de la pièce comme un monarque en son royaume. Médecin esthétique à la mode, il venait d'ouvrir sa 3e clinique en ville. Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait probablement plus cher que tout mon matériel de reliure réuni. Il racontait, verre de cristal à la main, comment il avait sauvé le visage d'une actrice célèbre après un accident de ski, embellissant l'histoire à chaque phrase. Tout le monde riait à ses blagues, même quand elles n'étaient pas drôles, même quand elles étaient cruelles. Tout le monde l'admirait. Il rayonnait d'une arrogance naturelle, celle de ceux qui n'ont jamais entendu le mot non de toute leur vie. Adélaïde, ma sœur cadette, avocate fiscaliste redoutable, était à ses côtés, étincelante dans une robe de créateur rouge vif qui attirait tous les regards. Elle parlait d'optimisation fiscale et de paradis artificiel avec le maire de la ville, qui l'écoutait avec une attention servile, fasciné par son pouvoir et son charme vénéneux. Et moi? J'étais l'ombre. La tache sur la photo de famille parfaite. L'accident génétique que l'on cache. Mon père, Baudouin, m'a fait un vague signe de tête distrait avant de se tourner immédiatement vers un investisseur immobilier pour discuter du marché local et des taux d'intérêt. Je n'étais là que pour faire nombre. Ou pire, pour servir. À un moment, ma mère m'a claqué des doigts depuis l'autre bout de la table, un geste sec et autoritaire qu'on réserve habituellement aux chiens ou aux domestiques mal dressés. Maglone, sois gentille, va chercher une autre bouteille de champagne pour la table du préfet. Les serveurs sont trop lents et tu ne fais rien de toute façon. Rends-toi utile. J'ai obéi. Comme toujours. J'ai traversé la salle, la tête basse, sentant les regards indifférents glisser sur moi comme de l'eau sur une pierre. Je n'étais pas une invitée. J'étais une employée non rémunérée, une figurante muette dans le film de leur vie glorieuse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, alors que je servais le champagne avec un sourire figé et des mains tremblantes de rage contenue, c'est que je n'étais plus la petite Maglone qui pleurait dans sa chambre en écoutant de la musique triste. Ce soir, j'avais un allié. Pacôme. Mon ami d'enfance, le propriétaire du café où je me réfugie souvent pour travailler, mais qui ce soir-là, s'occupait exceptionnellement de la régie technique de la soirée. Il était là-haut, sur la mezzanine, caché dans l'ombre derrière la console de mixage et les projecteurs. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la salle bondée. Il a touché son oreillette, un geste imperceptible pour les autres, mais qui pour moi signifiait tout. Tout était prêt. La douleur de voir mon cadeau rejeté n'était rien comparé à l'horreur absolue de ce que j'avais découvert 3 semaines plus tôt dans le grenier poussiéreux de la maison familiale. Ce soir, ce n'était pas seulement une fête. C'était un tribunal populaire. Et le verdict, implacable, cruel et sans appel, allait tomber devant tout le gratin d'Angers, révélant la pourriture sous les dorures. Pour comprendre pourquoi je me tiens seule dans le froid ce soir, il faut remonter le temps. Pas très loin, mais suffisamment pour voir les fissures devenir des gouffres infranchissables, séparant ma réalité de la leur. Dans la famille, les rôles ont été distribués avant même ma naissance, comme dans une pièce de théâtre mal écrite où je n'avais pas mon mot à dire. Stanislas était le premier-né, l'héritier mâle tant attendu, le roi soleil autour duquel gravitaient les planètes parentales avec adoration. Adélaïde était la petite dernière, la princesse fragile, celle à qui on ne refuse rien sous prétexte qu'elle est si sensible et qu'elle a besoin d'être protégée. Et moi? J'étais celle du milieu. L'enfant sandwich, mais sans la garniture savoureuse. Juste 2 tranches de pain sec oubliées sur le comptoir de la cuisine. Toute mon enfance, j'ai entendu la même rengaine lancinante, répétée comme un mantra. Stanislas a besoin de cours de tennis intensifs pour son réseau futur, c'est un investissement vital pour sa carrière.
Adélaïde doit avoir cette robe de marque pour sa confiance en elle, elle est en pleine croissance et a besoin de s'affirmer. Pour moi, le refrain était différent, plus sombre, plus culpabilisant. Maglone, sois raisonnable, on ne peut pas tout payer. Tu n'as pas besoin de ça. Contente-toi de ce que tu as, c'est déjà bien. Pourtant, mon père possède une entreprise pharmaceutique prospère qui exporte dans toute l'Europe. L'argent n'a jamais manqué à la maison. Les voitures de luxe changeaient tous les 2 ans, les vacances se passaient dans des hôtels 5 étoiles aux 4 coins du monde. Il manquait juste de l'argent pour moi. J'ai fait toutes mes études dans le public, travaillé les soirs et week-ends dans une boulangerie, me levant à 4 heures du matin pour payer mes fournitures d'art et mes livres, pendant que mes frères et sœurs fréquentaient les meilleures écoles privées, tous frais payés, argent de poche généreux inclus pour leur sortie. Ils avaient des tuteurs privés pour chaque matière, j'avais la bibliothèque municipale et ma propre détermination. Mais le point de rupture, la véritable trahison qui a brisé quelque chose d'irréparable en moi, a eu lieu il y a 6 mois. J'avais été acceptée dans un programme prestigieux de restauration de livres anciens à Florence, en Italie. C'était le rêve de ma vie, l'aboutissement de années de travail acharné et de passion solitaire. Une opportunité unique de travailler avec les plus grands maîtres du monde, de toucher l'histoire du bout des doigts, de sauver des trésors de l'oubli. La formation était payante, certes, mais j'avais économisé chaque centime pendant 5 ans, me privant de tout loisir. Je ne demandais pas d'argent. J'avais juste besoin d'une chose, une caution solidaire. Une simple signature de mes parents garantissant que si je ne payais pas mon loyer, ils le feraient. C'était une formalité administrative exigée par le propriétaire italien. J'avais l'argent sur mon compte pour couvrir 2 ans de loyer d'avance. Je voulais juste leur signature pour rassurer le bailleur. J'ai organisé un dîner spécial pour leur demander, préparant le terrain avec soin. J'avais préparé le dossier complet, les preuves de mes économies, le plan de carrière détaillé. J'avais même cuisiné leurs plats préférés, espérant les amadouer. Mon père a à peine levé les yeux de son journal financier quand j'ai exposé mon projet avec des étoiles dans les yeux. Florence ? Pourquoi faire ? Coller des vieux papiers poussiéreux ? C'est ça ton ambition dans la vie ? C'est mon métier, papa. C'est une chance inouïe. C'est l'école la plus réputée d'Europe. C'est mon avenir. Ma mère a soupiré, posant sa tasse de thé en porcelaine avec un cliquetis agaçant qui résonne encore dans mes oreilles comme le glas de mes espérances. Écoute, Maglone. On ne peut pas signer ça. C'est trop risqué. Si tu échoues, comme d'habitude, on devra payer. Et puis, nous avons des projets d'investissement immobilier importants cette année. On ne peut pas bloquer notre capacité d'emprunt pour un caprice d'artiste. Tu dois comprendre nos priorités. Un caprice ? Ai-je protesté, la voix tremblante, les larmes de frustration montant aux yeux. J'ai 28 ans. C'est ma carrière. Et vous n'avez rien à payer, j'ai l'argent. Regardez mes relevés. Je ne vous demande pas un centime. Non, c'est non, a tranché Stanislas, qui était passé à l'improviste pour le dessert et s'était invité dans la conversation comme s'il était le chef de famille. Laisse les parents tranquilles, Maglone. Ils ont déjà assez fait pour nous. Grandis un peu et assume-toi. Tu es toujours en train de quémander. Une semaine plus tard, j'ai appris la nouvelle par Facebook, comme une étrangère, en faisant défiler mon fil d'actualité. Mes parents avaient acheté un appartement de 2 pièces, refait à neuf, dans le centre de Nantes. Pour qui ? Pour Stanislas. La légende de la photo, postée fièrement par ma mère avec une avalanche d'émojis-cœurs, disait « Pour que notre docteur préféré ait un pied-à-terre confortable quand il va à ses congrès ». Ils avaient payé comptant. Pas de crédit. Pas de problème de capacité d'emprunt. Pas de risque. J'ai perdu ma place à Florence. La date limite pour le dossier est passée. Mon rêve s'est effondré non pas par manque d'argent ou de talent, mais parce qu'il ne voulait pas signer un simple morceau de papier, alors qu'il signait des chèques de 6 chiffres pour mon frère sans sourciller. C'est cette colère sourde, froide et métallique, qui m'a menée au grenier il y a 3 semaines. Ma mère m'avait ordonné de venir trier les vieilles affaires avant qu'il ne fasse rénover la toiture pour installer des panneaux solaires coûteux. Toi qui aimes la poussière et les vieilleries, tu seras dans ton élément, avait-elle lancé au téléphone avec ce ton condescendant qui lui est propre. Tu nous feras gagner du temps. J'y suis allée. Parce qu'une partie de moi, cette petite fille stupide et masochiste à l'intérieur, espérait encore qu'en étant serviable, il m'aimerait un peu. Qu'il verrait ma dévotion et changerait d'avis.
Il faisait une chaleur étouffante sous les toits. La poussière dansait dans les raies de lumière qui traversaient les tuiles disjointes. J'ai trié des cartons de vêtements de marque d'Adélaïde portés une seule fois, des trophées sportifs de Stanislas qui prenaient la poussière. Et puis, tout au fond, coincé derrière une vieille malle en osier, j'ai trouvé une boîte à chaussures en métal rouillé, scellée avec du ruban adhésif jauni par le temps. Sur le couvercle, une étiquette à moitié décollée, écrite de la main ferme de mon père, Fiscalité et banque, années 2000 à 2010. Mon cœur a battu plus fort. Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct me criait d'ouvrir cette boîte. Une voix intérieure me disait « Ouvre-la ». La réponse à toutes tes questions est là. J'ai pris un vieux cutter qui traînait sur l'établi. J'ai tranché le scotch avec un bruit sec. L'odeur de vieux papier et de secrets moisis s'est échappée. À l'intérieur, il n'y avait pas que des papiers administratifs ennuyeux. Il y avait la vérité. La preuve tangible, chiffrée, irréfutable, que je n'étais pas folle. Que je n'étais pas paranoïaque. Que le mal était bien réel et qu'il portait le nom de mes parents. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber la première liasse de documents. Le papier était fin, fragile, jauni sur les bords, mais ce qui était imprimé dessus avait le poids d'une enclume. C'était un relevé de compte d'épargne au nom de Maglone, fonds universitaire. Je suis resté figé, les yeux écarquillés, incapable de respirer. Je n'en croyais pas mes yeux. Je n'avais jamais, au grand jamais, entendu parler de ce compte. J'ai regardé la date d'ouverture, 1998. C'était un don de mes grands-parents maternels, décédés dans un accident de voiture peu après. Le solde initial inscrit en haut de la page ? 50 000 euros. 50 000. Une fortune à l'époque. Une somme colossale qui aurait pu changer ma vie du tout au tout. De quoi payer mes études, mon logement, mes voyages linguistiques, et même lancer mon propre atelier de restauration sans avoir à m'endetter et à manger des nouilles instantanées pendant des années. Mais mes yeux ont glissé vers la colonne de droite. Celle des débits. Celle des retraits. Le solde actuel, en bas de la dernière page, était de 0 euros. 0. Rien. Le néant. J'ai feuilleté les pages frénétiquement, le souffle court, la nausée montant à ma gorge comme une marée acide. L'argent n'avait pas disparu d'un coup. Il n'avait pas été volé par un banquier véreux ou perdu dans un krach boursier. Il avait été siphonné, méthodiquement, mois après mois, année après année, par mes propres parents, mes tuteurs légaux. Et les libellés des virements étaient des poignards plantés dans mon dos, tournés et retournés dans la plaie béante de ma confiance. Octobre 2005, virement Stanislas, frais école de commerce. 5 000 euros. Juin 2008, achat véhicule Adélaïde, concessionnaire BMW. 12 000 euros. Décembre 2010, agence de voyage luxe, séjour Maldives. 8 000 euros. Juillet 2012, remboursement dette jeu Stanislas. 4 000 euros. Ils avaient vidé mon héritage. Ils avaient volé l'argent que mes grands-parents m'avaient laissé spécifiquement pour construire mon avenir, et l'avaient utilisé pour financer le luxe de mon frère, la première voiture de sport de ma sœur et leurs propres vacances au soleil. Pendant que je comptais mes centimes pour acheter du pain et que je réparais mes chaussures avec du ruban adhésif, ils buvaient des cocktails sur une plage de sable blanc avec mon argent. Le pire n'était pas les chiffres. C'était le mépris. La preuve écrite, noir sur blanc, de leur dédain absolu pour ma personne. Au milieu des relevés bancaires, j'ai trouvé une note manuscrite, griffonnée sur un post-it jaune fluo, de la main de ma mère. Elle était agrafée à un virement important vers le compte de Stanislas, pour couvrir, apparemment, une dette de poker qu'il avait contractée pendant ses études de médecine. La note disait, avec cette écriture ronde et soignée que je connaissais si bien pour l'avoir vue sur mes bulletins scolaires, « Prends sur le compte de Maglone ». De toute façon, elle n'est pas assez intelligente pour faire de grandes études. Elle n'en aura pas besoin. Stan est la priorité, il doit réussir à tout prix. Je me suis assise par terre, au milieu de la poussière et des toiles d'araignée qui pendaient des poutres. Je n'ai pas pleuré. Les larmes ne venaient pas. C'était au-delà des larmes, au-delà de la tristesse. À la place, j'ai ressenti un froid intense, absolu, qui m'a envahi de l'intérieur, gelant mon cœur. Toutes ces années où je me suis sentie coupable de demander de l'argent pour un ticket de bus. Toutes ces fois où j'ai mangé des pâtes au beurre pendant un mois pour acheter du matériel de reliure. Toutes ces fois où ils m'ont traité de charge financière, de poids mort, de parasite.
C'était un mensonge. Un immense mensonge orchestré depuis 20 ans. Ils m'avaient volé. Ils avaient hypothéqué mon avenir parce qu'ils avaient décidé, dès le départ, que je ne valais rien, que je n'étais qu'une réserve d'argent pour les vrais enfants, ceux qui méritaient de briller. Je dois vous poser la question, car à ce moment-là, j'ai cru devenir folle, j'ai cru que mon esprit me jouait des tours cruels. Si vous découvriez que vos parents avaient volé votre héritage pour payer les vacances de votre frère, que feriez-vous? Auriez-vous crié? Auriez-vous appelé la police? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. J'avais besoin de savoir que ma réaction n'était pas monstrueuse, mais juste humaine. Je suis restée assise dans ce grenier pendant 2 heures, perdue dans mes pensées, regardant la poussière danser dans la lumière déclinante. Le soleil s'est couché, transformant la lumière dorée en ombre menaçante. J'ai fini par sortir mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais passée de l'état de choc à l'état de guerre froide. J'ai pris en photo chaque document, chaque relevé, chaque note manuscrite. J'ai zoomé sur les signatures, sur les dates, sur les montants. J'ai fait des copies de sauvegarde sur 3 clouds différents et envoyé les fichiers par email crypté à Pacom. Puis, j'ai remis la boîte exactement comme je l'avais trouvée, replaçant le scotch jauni avec précision pour qu'il ne se doute de rien. Je suis redescendue, les jambes lourdes comme du plomb. J'ai croisé ma mère dans le salon. Elle regardait une émission de décoration à la télévision, un verre de vin à la main. « Alors, c'est fini ce tri ?» a-t-elle demandé sans me regarder, les yeux rivés sur l'écran. « Oui, maman », ai-je répondu d'une voix neutre, presque robotique. C'est très instructif. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. Elle n'a pas relevé l'ironie. Elle ne se souciait pas assez de moi pour remarquer le changement subtil dans ma voix. Je suis rentrée chez moi. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond toute la nuit. J'ai élaboré un plan. Je savais que si je les confrontais verbalement, là, tout de suite, ils n'iraient. Ils diraient que j'invente, que je suis jalouse, que c'était pour le bien de la famille, que l'argent avait été réinvesti ailleurs. Ils me manipuleraient, me feraient passer pour la folle de service, la brebis galeuse. Il me fallait plus que des papiers. Il me fallait leurs propres mots. Il me fallait les démasquer publiquement, là où ça leur ferait le plus mal, devant leur précieux cercle social, devant ce public qu'ils avaient passé 40 ans à séduire et à tromper. L'anniversaire de mariage approchait. C'était l'occasion parfaite. Le théâtre était déjà réservé, les acteurs étaient en place. Il ne manquait que le coup de théâtre final. Les semaines qui ont suivi ont été une performance digne d'un Oscar de la meilleure actrice. Je suis devenue la fille docile, soumise, celle qu'ils aimaient mépriser et commander. J'ai ravalé ma fierté, j'ai souri quand ils m'insultaient, j'ai hoché la tête quand ils me donnaient des ordres humiliants. J'ai accepté de les aider à organiser la fête, me rendant indispensable pour mieux les piéger, tissant ma toile jour après jour. Maglone, occupe-toi du diaporama, m'a ordonné mon père un soir, en me tendant une clé USB remplie de photos triées à la gloire de la famille. Tu sais bricoler avec les ordinateurs, non? C'est bien la seule chose utile que tu saches faire. Fais-nous quelque chose d'émouvant. Des photos de notre réussite, de nos voyages. On veut que les gens pleurent d'émotion. On veut montrer à quel point nous sommes unis. Bien sûr, papa, ai-je répondu doucement, les yeux baissés pour cacher la lueur de défi qui y brûlait. Je vais faire quelque chose d'inoubliable. Je te le promets. Ce sera le clou du spectacle. J'ai commencé à enregistrer toutes nos conversations. Mon téléphone était en permanence en mode dictaphone dans ma poche, capturant chaque mot, chaque soupir. J'ai capturé des heures de mépris ordinaire, de petites phrases assassines dites entre la poire et le fromage, révélant leur vraie nature. 3 jours avant la fête, le destin m'a donné un coup de pouce cruel, mais nécessaire pour mon plan. Je suis tombée malade. Une grippe carabinée, soudaine et violente. 40 de fièvre, des frissons incontrôlables, le corps en feu, les os douloureux. J'étais clouée au lit, tremblante sous 3 couettes, incapable de me lever pour boire un verre d'eau. Ma mère m'a appelée. Je pensais, naïvement, qu'elle s'inquiétait de mon absence au déjeuner dominical habituel. Allô? Ai-je croassé, la gorge en feu, la voix à peine audible. Maglone, où est le fichier du diaporama? Tu ne l'as pas encore envoyé à Pacom pour le test technique. Tu attends quoi? Le déluge? Pacom m'a dit qu'il n'avait rien reçu.
Maman, je suis malade, ai-je murmuré, espérant un peu de compassion. J'ai 40 de fièvre. Je ne peux pas me lever. Je crois que je dois voir un médecin, je ne me sens vraiment pas bien. Il y a eu un silence au bout du fil. Pas un silence inquiet. Un silence agacé, lourd de reproches. Puis sa voix, froide, tranchante comme un scalpel, a traversé le combiné. Tu es vraiment inutile, ma pauvre fille. Toujours une excuse pour ne rien faire. Tu vas te lever, tu vas finir ce montage et tu vas l'envoyer. Tout de suite. Je me fiche de ta fièvre. Si tu gâches ma soirée, je ne te le pardonnerai jamais. On a invité le maire, le préfet, et Madame Valérie. Ne nous fais pas honte avec ta paresse légendaire. Prends des cachets et bouge-toi. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon deuxième téléphone que j'avais préparé à cet effet. Tu ne te soucies même pas de ma santé ? Ai-je demandé, pour la pousser à bout, pour avoir la phrase parfaite, celle qui montrerait son vrai visage au monde. Elle a ri. Un rire sec, sans joie, effrayant. Ta santé ? Ne me fais pas rire. Tu es juste paresseuse et douillette. Tu as toujours été fragile. Fais ce qu'on te dit. Et n'oublie pas de te cacher un peu à la soirée, avec ta tête de malade, tu vas faire fuir les invités. Maquille-toi, fais un effort pour une fois. On veut des photos parfaites. Clic, elle a raccroché, me laissant seule avec ma fièvre et sa haine. J'ai pleuré de rage, les larmes brûlant mes joues fiévreuses. Mais j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai travaillé avec la fièvre, les yeux brûlants, les mains moites, le corps secoué de frissons. Mais je n'ai pas monté le diaporama qu'ils voulaient. Je n'ai pas mis les photos de leurs vacances aux Seychelles ou de leur dîner mondain. J'ai contacté Pacôme par appel vidéo. Il a vu mon état, mes cernes violets, ma pâleur. J'ai besoin de toi, lui ai-je dit. Pacôme est un ami fidèle, le frère que je n'ai jamais eu. Il déteste ma famille depuis qu'il a vu Stanislas se moquer de mes vêtements d'occasion au lycée, devant toute la cour de récréation, m'humiliant publiquement. Quand je lui ai envoyé les preuves scannées et l'enregistrement audio de l'appel, il est resté silencieux une minute, le visage grave. Puis il m'a répondu, on va tout faire péter, Maglone. Je suis aux commandes du projecteur. Personne ne pourra couper le son. Je te le jure. Je verrouillerai la cabine. Ce sera leur dernière fête. J'ai passé les nuits suivantes à mixer, dans un état second, entre délire fiévreux et lucidité extrême. J'ai scanné les relevés bancaires en haute résolution. J'ai zoomé sur la note manuscrite cruelle pour qu'elle apparaisse en gros plan sur l'écran géant, impossible à ignorer. J'ai superposé l'audio de ma mère me traitant d'inutile sur des photos d'elle souriant hypocritement à des œuvres de charité, distribuant de la soupe aux pauvres pour la photo du journal local. J'ai créé un chef-d'œuvre de vérité brute, un documentaire implacable sur leur monstruosité. Le titre du fichier vidéo n'était pas 40 ans d'amour. C'était le bilan comptable. Le jour J est arrivé. J'avais encore un peu de fièvre, ce qui me donnait un air étrange, un peu éthéré, presque dangereux. Mes yeux brillaient trop, comme ceux d'un animal traqué prêt à mordre. J'ai mis ma robe la plus simple, celle que ma mère détestait car elle la trouvait trop austère, pas assez femme. J'ai pris le livre restauré, mon alibi, mon dernier test. Si, par miracle, il m'avait accueilli avec amour ce soir-là, si ma mère m'avait serré dans ses bras en voyant mon visage pâle, j'aurais peut-être renoncé. J'aurais peut-être effacé la vidéo à la dernière seconde. J'aurais peut-être choisi le silence et la paix. Mais comme vous le savez, l'accueil a été glacial. Le cadeau a été rejeté. L'insulte a été prononcée. Le piège était en place. Il ne manquait plus que l'étincelle finale. Et c'est ma mère elle-même qui allait me la donner, sans le savoir, en pensant m'écraser une dernière fois. La salle de réception scintillait sous les lustres en cristal de bohême, projetant des éclats de lumière arc-en-ciel sur les murs de pierre. Le parfum des lys blancs, entêtant, presque funèbre, se mêlait aux effluves de foie gras poêlé et de champagne millésimé. Tout n'était que luxe, calme et volupté, en apparence. Pour moi, c'était une arène romaine. Et j'étais le gladiateur qu'on envoyait au lion sans épée et sans bouclier. Je voyais les invités se pavaner, verre à la main, échangeant des banalités mondaines. Il y avait Madame Valérie, une collectionneuse de livres rares, immensément riche et respectée dans toute la région. C'était une cliente importante de l'entreprise de mon père, une baleine comme il l'appelait vulgairement en privé, mais c'était aussi une femme intègre, passionnée de culture,
qui avait déjà complimenté mon travail lors d'une petite exposition locale l'année dernière. Mon père ignorait qu'elle connaissait mon talent. Pour lui, elle n'était qu'un carnet de chèques sur pattes à séduire pour ses investissements. Il y avait aussi le maire, le notaire, tous ces gens qui composaient la bonne société d'Angers, ce petit monde clos où tout se sait et où les apparences sont reines, où un scandale est pire que la mort. Stanislas a pris le micro pour son discours. Il a ajusté sa cravate en soie, a passé une main dans ses cheveux gominés, et a commencé avec son charisme de vendeur de voitures d'occasion de luxe, sûr de son effet. Mes chers parents, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans les enceintes avec une fausse émotion. Vous êtes des modèles de sacrifice. Vous avez tout donné pour nous, vos enfants. Vous nous avez appris l'intégrité, le travail, l'honnêteté. Grâce à vous, je sauve des vies, enfin, je rends les gens plus beaux, ce qui est presque pareil. Rire dans la salle. J'ai failli vomir mon champagne. L'intégrité? En volant le fonds universitaire de leur fille? Le travail? En vivant sur l'héritage des grands-parents et en fraudant le fisc? Adélaïde a enchaîné, les larmes aux yeux, une performance digne d'une tragédienne grecque, elle aurait dû faire du théâtre. Maman, papa, grâce à vous, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Vous n'avez jamais fait de différence entre nous. Votre amour a été notre socle, notre boussole. Je lève mon verre à l'amour inconditionnel. Les applaudissements ont retenti, nourris et chaleureux. J'ai vu ma mère essuyer une fausse larme avec un mouchoir en dentelle, tout en vérifiant discrètement si le photographe officiel la cadrait bien sous son meilleur profil, celui qui cachait ses rides. Je me suis glissée vers la régie, dans l'ombre d'une colonne de pierres séculaires. Pacôme était là, concentré sur sa table de mixage, le visage éclairé par les écrans de contrôle bleutés. Il m'a vu arriver. Il a coupé son micro pour que personne n'entende notre échange. « Tu es sûr de toi, Maglone ?» m'a-t-il demandé, le regard grave, inquiet. Une fois que je lance la séquence, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça va être violent. Ils ne s'en remettront pas. Tu vas brûler les ponts pour toujours. J'ai regardé la salle. J'ai vu mon père rire grassement avec le banquier en lui tapant dans le dos. J'ai vu ma mère repousser la main d'une vieille tante qu'elle trouvait trop collante et mal habillée. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi, Pacôme, ai-je répondu, la voix calme et posée. Ils m'ont tout pris. Mon argent, mes études, ma confiance, mon estime de soi. Ce soir, je reprends ma dignité. C'est le seul héritage qu'il me reste, et je ne le laisserai pas me le voler. Ok. À ton signal. Je suis prêt. Je suis retourné dans la fosse au lion, le cœur battant mais l'esprit clair comme de l'eau de roche. Ma mère m'a fait signe d'approcher de la table d'honneur avec un geste impérieux, comme on appelle un serviteur. Viens pour la photo, a-t-elle dit sèchement quand je suis arrivé à sa hauteur. Et tiens-toi droite, bon sang. Ne voûte pas le dos. Je me suis approché. Stanislas m'a donné un coup de coude amical dans les côtes qui m'a coupé le souffle, me faisant grimacer de douleur. Essaie de ne pas avoir l'air d'un enterrement, la naine, a-t-il chuchoté avec un sourire éclatant pour l'objectif. Tu plombes l'ambiance avec ta tête de victime. Adélaïde a lissé sa robe volumineuse pour qu'elle prenne plus de place, me forçant à me recroqueviller sur le bord du cadre, presque hors champ, comme une pièce rapportée. Le photographe a compté, 1, 2, 3, souriez. Dites famille. Le flash a crépité, m'aveuglant un instant. J'ai souri. Je pensais à la vidéo qui attendait dans le disque dur de Pacôme. Je pensais à la bombe à retardement sous leurs pieds. Maintenant, dégage, a murmuré ma mère entre ses dents serrées, tout en gardant son sourire figé pour les invités qui nous regardaient. Tu gâches la symétrie de la table. Va vérifier si le gâteau est prêt en cuisine. Je me suis écartée. J'ai reculé vers ma place, en bout de table, isolée. Mais le pire restait à venir. Le moment où elle allait prononcer la phrase de trop. La phrase qui allait sceller son destin et détruire son monde de carton-pâte. Le moment des discours touchait à sa fin. Le maître de cérémonie, un homme jovial aux joues rouges, payé une fortune pour mettre de l'ambiance et faire rire la galerie, a repris le micro avec enthousiasme. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous n'avons pas encore entendu la troisième enfant. Maglone, un petit mot pour vos parents? C'est le moment de l'émotion. Venez nous dire quelques mots. La salle s'est tue. Un silence poli mais lourd s'est installé. Tous les regards se sont tournés vers moi.
Je sentais la panique monter, non pas parce que j'avais peur de parler en public, mais parce que je savais que ma mère allait détester ça. Elle ne voulait pas que je parle. Elle ne voulait pas que j'existe publiquement. Elle voulait que je sois un meuble, une plante verte décorative, invisible et muette. J'ai ouvert la bouche, prête à improviser quelque chose de banal pour calmer le jeu, mais avant que je puisse dire un mot, ma mère s'est levée précipitamment, arrachant presque le micro des mains de l'animateur surpris. Elle a ri, un rire nerveux, aigu, qui sonnait faux et désagréable. Oh, non, non. Maglone est terriblement timide. Elle bégait quand elle est émue, pauvre chérie. C'est pathologique. On ne va pas lui infliger ça, n'est-ce pas? Elle préfère rester dans l'ombre, c'est sa nature profonde. N'est-ce pas ma puce? Humiliation publique. Check. Elle venait de me infantiliser devant 100 personnes, me faisant passer pour une incapable sociale. Les invités ont ri poliment, certains avec gêne, sentant le malaise. J'ai senti mes joues brûler. Je suis retournée m'asseoir à ma place, les poings serrés sous la nappe blanche, enfonçant mes ongles dans mes paumes. Ma mère s'est assise, satisfaite de son petit effet. Elle s'est penchée vers moi. Elle avait bu quelques coupes de champagne de trop, et son masque de perfection commençait à glisser, révélant la laideur en dessous. Elle a approché son visage du mien. Je pouvais sentir son parfum Chanel numéro 5, lourd et poudré, une odeur qui, pour moi, a toujours été synonyme de terreur et de contrôle. Elle a posé sa main sur mon bras, serrant fort, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma chair jusqu'à la douleur. Pour les autres, cela ressemblait à un geste maternel affectueux, une mère consolant sa fille timide. « Tu as vu comment tu nous as fait honte ?» a-t-elle sifflé à mon oreille, sa voix basse vibrant de mépris pur. Même pas capable de sourire correctement. Tu es une verrue sur le visage de cette famille. Une erreur de casting. Pourquoi es-tu venue? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai décidé que c'était le moment. Le point de non-retour. Pourquoi tu me détestes autant, maman? Ai-je demandé, assez fort pour qu'elle l'entende, mais pas les invités. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi suis-je la seule que tu traites comme ça? Son visage s'est durci. Ses yeux sont devenus deux fentes noires, vides d'humanité, des trous noirs absorbant toute lumière. Tu veux savoir? Vraiment? Elle a marqué une pause, savourant sa cruauté comme un bon vin millésimé. On aurait dû t'abandonner à la naissance. On y a pensé, tu sais. À l'orphelinat des sœurs de la charité. Tu étais une erreur. Tu nous coûtes trop cher pour ce que tu vaux. Tu es le seul échec de ma vie, la seule chose que je regrette vraiment. J'aurais dû avorter. Le temps s'est suspendu. J'ai entendu ces mots résonner dans ma tête, rebondir contre les parois de mon crâne. On aurait dû t'abandonner. J'aurais dû avorter. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Non, c'étaient les chaînes. Les chaînes de la culpabilité, de l'espoir, de la quête éternelle d'amour filial. Tout a disparu. La petite fille qui voulait plaire à maman est morte à cet instant précis. Je n'étais plus triste. J'étais libre. D'une liberté effrayante et absolue. Je n'avais plus de parents. J'étais orpheline et c'était une bénédiction. Je me suis levée lentement. Ma chaise a raclé le sol dans le silence relatif entre deux morceaux de musique. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. J'ai vu une lueur de peur apparaître dans son regard. Elle n'avait jamais vu cette expression sur mon visage. C'était le calme avant la tempête. C'était le regard de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. J'ai souri. Un sourire froid, terrifiant, le sourire du bourreau avant l'exécution. Alors adieu, ai-je dit, d'une voix claire et ferme qui a porté jusqu'aux tables voisines, figeant les conversations. Tu as raison. Une erreur ne devrait pas rester là où on ne veut pas d'elle. Profite bien de ta vidéo, maman. C'est mon cadeau d'adieu. Je me suis retournée. J'ai marché vers la sortie, la tête haute, le dos droit comme une reine marchant vers son trône. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai senti leur regard dans mon dos, mais ils ne me brûlaient plus. J'ai levé la main vers la mezzanine, sans me retourner. J'ai claqué des doigts, un son sec qui a claqué comme un coup de fouet dans le silence naissant. Paco m'a vu le signal.
Au moment où je franchissais les grandes portes en chêne du restaurant pour sortir dans la nuit froide, les lumières de la salle se sont éteintes brusquement, plongeant l'assemblée dans le noir total. Le spectacle commençait. Et je n'avais pas besoin d'être là pour voir le sang couler. C'est ici que tout bascule. Je ne suis plus la victime. Je suis le karma en action. Abonnez-vous maintenant à la chaîne si vous voulez voir comment les méchants paient toujours l'addition à la fin. Ne manquez pas la suite, car la justice va être servie froide. Je suis sortie dans la rue pavée d'Angers. L'air froid m'a frappé au visage, mais c'était comme une caresse bienveillante après la touffeur toxique de la salle. Je me suis adossée au mur de pierre extérieur, caché dans l'ombre d'un contrefort, invisible aux passants. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblant légèrement, non plus de peur, mais d'excitation pure. J'ai attendu. Je n'étais pas physiquement dans la salle, mais grâce à la technologie et à Pacôme, j'avais des yeux et des oreilles partout. Pacôme m'envoyait des textos en direct, minute par minute, comme un reporter de guerre. Ça commence. Musique de piano lancée. Ils pensent que c'est un hommage. Ils applaudissent déjà. Ils sortent les mouchoirs. Dans la salle, l'écran géant est descendu du plafond, occupant tout le mur du fond. Une photo de mariage de mes parents en noir et blanc, datant de 40 ans, est apparue. Le titre 40 ans de bonheur s'est affiché en lettres dorées, avec des effets scintillants un peu kitsch, comme ils les aiment. Les invités ont fait ou et ah d'admiration. C'était le début classique, celui qu'ils attendaient, rassurant et conventionnel. Puis, la musique a déraillé. Un son de grésillement violent, comme une vieille bande magnétique qu'on déchire ou une craie sur un tableau, a retenti dans les enceintes surpuissantes, faisant sursauter tout le monde et renverser quelques verres. L'écran est devenu noir pendant 3 secondes interminables. Et la voix de ma mère a retenti. Pas sa voix de société, douce et mielleuse. Sa vraie voix. Celle de la maison, celle de la cuisine quand personne n'est là, celle des dimanches matins haineux. Elle me dégoûte. Regarde-la, avec ses vieux bouquins et ses mains sales. On aurait dû utiliser l'argent de l'avortement pour partir en week-end à Venise. On a été trop sentimentaux. Un silence de mort est tombé sur la salle. Pacôme m'a écrit, on entendrait une mouche voler. Ta mère est devenue blanche comme un linge. Elle cherche d'où vient le son, elle regarde partout comme une folle. L'écran s'est rallumé brutalement. Ce n'était plus des photos de famille. C'était le scan haute définition, agrandi 100 fois, du relevé bancaire que j'avais trouvé dans le grenier. Le titre en rouge clignotant, style film d'horreur, le VOL du fonds étudiant D.E. Maglone. Zoom dynamique sur les chiffres. Zoom sur les dates. Zoom sur les noms. La voix de mon père a suivi, tirée d'un enregistrement que j'avais fait 1 an plus tôt lors d'une dispute dans le bureau, alors qu'il pensait que je n'écoutais pas. Sa voix était claire, reconnaissable entre mille, avec ce ton arrogant qu'il prend quand il parle d'argent. Prends le fric sur son compte, Sibylle. Elle est trop bête pour s'en apercevoir. Elle ne comprend rien aux finances. Stanislas a besoin de cette Rolex pour impressionner ses clients, c'est vital pour son image. Maglone n'a besoin de rien, elle se contente de peu. À l'écran, une photo de Stanislas, hilar, montrant sa Rolex en or au poignet lors d'une soirée, est apparue, juxtaposée à la date exacte du virement bancaire correspondant. L'effet était dévastateur. C'était une preuve visuelle indéniable. Puis une photo d'Adélaïde posant fièrement devant sa voiture neuve avec un gros nœud rouge, juxtaposé au virement achat véhicule. Et enfin, le coup de grâce, la note manuscrite de ma mère, ce post-it jaune fatal, agrandi pour faire 2 mètres de haut. Stan est la priorité. Pacôme m'a écrit, ses doigts volants sur le clavier, c'est le chaos total. Ton père essaie de monter sur scène pour arracher les câbles, mais il trébuche dans sa précipitation. Juste après, mon téléphone a explosé. Il a vibré si fort qu'il a failli m'échapper des mains. Appel de maman. Appel de Stanislas. Appel de papa. Message de Pacôme. Ta mère s'est évanouie, la comédie habituelle, elle a glissé doucement pour ne pas se faire mal, j'ai vu. Personne ne l'a aidée. Les invités partent en masse. C'est fini, Maglone. Tu les as tués. Tu as gagné. Je n'ai pas répondu aux appels. J'ai éteint mon téléphone, coupant le cordon ombilical numérique, coupant le lien toxique. Je suis montée dans ma vieille voiture, une Twingo d'occasion garée 2 rues plus loin, et j'ai roulé.
j'ai quitté Angers sans regarder dans le rétroviseur. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pendant que je roulais vers la Liberté sur l'autoroute noire, la salle de réception était devenue le théâtre d'une tragédie grecque moderne. Paco m'a raconté les détails plus tard, autour d'un café, une fois la poussière retombée. Après le départ fracassant de Madame Valérie, les digues ont rompu. Les autres invités, voyant la matriarche de la ville partir, ont suivi le mouvement. C'était l'effet domino. Le maire, visiblement gêné et inquiet pour sa propre image s'il restait associé à ce scandale, a prétexté une urgence municipale, une fuite d'eau imaginaire à la mairie, et a filé à l'anglaise. Les amis de mes parents, ceux qui venaient dîner tous les dimanches et vantaient la famille modèle, évitaient soigneusement leurs regards, fixant leurs chaussures ou leur téléphone, pressés de fuir ce naufrage. Adélaïde a essayé de sauver les meubles, fidèle à sa nature procédurière et combative. Elle est montée sur une chaise, hurlant pour couvrir le brouhaha, les yeux exorbités. C'est un montage. C'est un deepfake créé par intelligence artificielle. Ma sœur est folle, elle est psychiatriquement instable depuis des années. Nous allions la faire interner la semaine prochaine. Ne croyez pas ces mensonges. Mais personne ne l'a cru. Les preuves étaient trop précises, trop détaillées. Les voix étaient trop reconnaissables avec leurs intonations spécifiques. Et surtout, tout le monde connaissait, au fond, la cruauté latente de Sibylle. Ils avaient vu ses regards, entendu ses piques. Ils avaient juste choisi de l'ignorer tant que cela ne les concernait pas, par confort social. Maintenant que la vérité était étalée publiquement, ils ne pouvaient plus fermer les yeux sans devenir complices. Le voile était déchiré. Mon père, rouge de rage, la veine de son front prête à éclater, a fini par trouver un serveur terrifié pour lui ordonner de couper l'électricité générale au disjoncteur. La salle a plongé dans le noir complet. Mais le mal était fait. L'image de la note manuscrite Stan et la priorité était gravée dans toutes les rétines, imprimée dans les mémoires collectives. Elle ne s'effacerait jamais. Stanislas, le grand docteur, l'homme à la Rolex, se retrouvait seul au milieu de la salle obscure, sa chemise blanche tachée du vin rouge de Madame Valérie, ressemblant à une blessure mortelle en plein cœur. Il avait l'air d'un enfant gâté à qui on vient de casser le jouet préféré. Sa fiancée, Charlotte, une jeune mannequin qu'il fréquentait depuis 2 mois et qu'il exhibait comme un trophée, la regardait avec un mélange de dégoût et de pitié. « Tu as volé l'argent de ta sœur pour ta Porsche ?» a-t-elle demandé dans le noir. « C'est vrai ? Dis-moi la vérité pour une fois. »« C'est compliqué, chérie, a-t-il bafouillé, perdant toute sa superbe. « Tu ne peux pas comprendre les dynamiques familiales. » C'était un prêt. C'est très simple, au contraire, a-t-elle coupé. Tu es un voleur. Et un lâche. Je ne sors pas avec des voleurs. Elle a retiré sa bague de fiançailles, achetée probablement avec quel argent? Celui de ma grand-mère, et lui a jeté au visage avant de partir avec un groupe d'amis communs, le laissant seul dans l'obscurité. De mon côté, j'avais programmé une dernière action, une assurance vie. Avant de sortir, j'avais préparé un post sur Facebook, Instagram et LinkedIn. J'avais tout chargé, la vidéo, les scans, les enregistrements. Au moment de monter dans ma voiture, j'avais cliqué sur publier. J'avais tagué l'ordre des médecins, le barreau des avocats, l'entreprise de mon père et le journal local. Quand j'ai rallumé mon téléphone 2 heures plus tard, arrivé dans un hôtel bon marché à 100 km de là, la notification a failli faire planter l'appareil. La vidéo avait été partagée 5000 fois. Les commentaires affluaient comme un tsunami. Quelle horreur! Comment peut-on faire ça à son enfant? Boycotter la clinique du docteur Stanislas. C'est un escroc. Courage Maglone. On est avec vous. Ne lâchez rien. Angers est une petite ville bourgeoise de province. Tout se sait très vite. En une nuit, la réputation bâtie méticuleusement sur 40 ans s'est effondrée comme un château de cartes sous un ouragan. Ils étaient finis. Mais le plus satisfaisant, c'était le message vocal laissé par mon père sur ma messagerie. Sa voix tremblait, non pas de remords, mais de peur pure. Maglone. Tu as détruit la famille. Tu as détruit nos vies. Supprime ça. Tout de suite. On peut s'arranger. Je te donnerai de l'argent. Je te donnerai ce que tu veux. Supprime ça ou je te déshérite pour de bon, je te le jure. J'ai ri, seul dans ma chambre d'hôtel miteuse. Il ne comprenait toujours pas. Il ne pouvait pas me déshériter.
Ils m'avaient déjà tout pris. Ils m'avaient déshérité de leur vivant, petit à petit. Je n'avais plus rien à perdre, et c'est précisément ce qui me rendait invincible. J'ai répondu par un seul SMS, concis et définitif. L'argent a été pris il y a 20 ans. La dette est payée. Adieu. Puis j'ai bloqué son numéro. Bloqué ma mère. Bloqué Stanislas. Bloqué Adélaïde. Le silence qui a suivi a été la plus belle musique de ma vie. C'était le son de ma liberté. Bien sûr, le silence n'a pas duré éternellement. Dans ce genre d'histoire, les méchants ne disparaissent pas en fumée, ils envoient leurs sbires. Les singes volants sont arrivés dès le lendemain. C'est le terme psychologique qu'on utilise pour désigner les envoyés du narcissique, ceux qui sont manipulés pour essayer de vous ramener dans le rang, pour vous faire culpabiliser et revenir au bercail pour être maltraités de nouveau. Dès le lendemain matin, tante Bertie a appelé sur mon numéro professionnel, le seul que je n'avais pas bloqué car j'en avais besoin pour mes clients. Bertie, la sœur de ma mère, celle qui va à la messe tous les jours mais qui adore les ragots et juge tout le monde. Maglone, a-t-elle crié sans préambule. C'est une abomination. Ce que tu as fait est criminel. Ta mère est sous sédatif puissant, elle ne se réveille pas. Ton père a eu une alerte cardiaque, le médecin est passé 3 fois. Comment peux-tu être aussi ingrate? Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ils t'ont nourri, logé. Ils t'ont donné la vie. J'étais en train de boire un café sur une terrasse ensoleillée, loin d'eux, respirant l'air marin, me sentant légère pour la première fois. Tante Bertie, ai-je répondu calmement, d'une voix posée qui contrastait avec son hystérie. Dis-moi une chose. Une seule chose qu'ils ont faite pour moi sans me le faire payer au centuple? Une seule fois où ils m'ont aimé pour moi-même? Une seule fois où ils m'ont défendu? Elle a bafouillé, cherchant un exemple qui n'existait pas, bégayant des excuses vides. Ils t'ont donné un toit. Et le linge sale se lave en famille, pas sur Internet. Tu as sali le nom des ancêtres. C'est une honte. Quand le linge est taché de sang et de vol, tante Bertie, on ne le lave pas. On le brûle. Si tu les aimes tant, si tu as tant pitié d'eux, occupe-toi d'eux. Prends-les chez toi. Moi, j'ai démissionné de mon poste de bouc émissaire. Je ne suis plus leur poubelle émotionnelle. J'ai raccroché. Et je l'ai bloqué aussi. C'était fini. Je ne négociais plus avec les terroristes émotionnels. Les conséquences pour eux ont été réelles, brutales et durables. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai suivi les événements de loin, grâce aux rapports fidèles de Pacôme et aux articles de presse locale que je lisais en ligne. L'Ordre des médecins a ouvert une enquête officielle sur l'éthique de Stanislas. Ce n'était pas seulement à cause de la vidéo, mais parce que plusieurs anciens patients, encouragés par mon témoignage public, ont enfin osé parler de son arrogance, de ses erreurs médicales mineures étouffées par l'argent de papa, et de ses facturations douteuses. Il a perdu une grosse partie de sa clientèle huppée qui ne voulait pas être associée à un escroc familial. Sa réputation de Golden Boy était ternie à jamais. Il a dû fermer l'une de ses cliniques. Adélaïde a perdu son plus gros contrat. Madame Valérie a tenu parole, impitoyable. Elle a retiré tous ses dossiers fiscaux du cabinet de ma sœur, entraînant avec elle d'autres investisseurs influents qui suivaient ses conseils aveuglément. Le cabinet d'associés d'Adélaïde l'a convoqué et lui a demandé de prendre un congé sabbatique indéterminé pour calmer le jeu et éviter la mauvaise presse. Elle a dû mettre en vente son appartement et sa voiture de luxe pour couvrir ses pertes financières. Elle vivait au-dessus de ses moyens, comptant sur l'argent de la famille, et maintenant le robinet était coupé. Quant à mes parents, c'était la mort sociale, celle qu'ils redoutaient plus que la mort physique. Ils ne recevaient plus d'invitations pour les galas, les vernissages ou les dîners du Rotary Club. Au club de golf, les gens changeaient de table ou quittaient le vestiaire quand ils arrivaient. Mon père a dû prendre une retraite anticipée forcée, car ses partenaires commerciaux ne voulaient plus signer de contrat avec lui. Si un homme vole sa propre fille, il volera ses associés sans hésiter, disait-on en ville. La confiance était rompue. Ils se sont retrouvés seuls dans leur grande maison vide, devenue un mausolée. Ils étaient entourés de leurs meubles dorés, de leurs tapisseries anciennes, mais plongés dans un silence assourdissant. Sans enfants pour les aduler, sans public pour les applaudir, sans victimes pour exercer leur pouvoir. Juste d'eux, face à face, confrontés à leur propre laideur intérieure. Ils ont essayé de me contacter par tous les moyens,
par courrier recommandé, par avocat interposé, même par l'intermédiaire du prêtre de la paroisse qui m'a laissé un message culpabilisant sur le pardon divin. Ils ont alterné les tactiques, désespérés. D'abord les menaces, reviens ou on porte plainte pour diffamation. J'ai ri, car la vérité n'est pas de la diffamation. Puis la négociation, on te remboursera petit à petit, on mettra en place un échéancier, mais supprime la vidéo. Enfin, le chantage affectif, tu nous manques, on t'aime, on a fait des erreurs mais on est une famille. Je n'ai jamais répondu. Pas un mot. Pas une lettre. Rien. Le no-contact absolu. Leur punition n'était pas seulement la perte de leur argent ou de leur réputation. C'était mon absence. Ils avaient réalisé trop tard que le bouc émissaire était en réalité celui qui portait la structure familiale sur ses épaules. Sans moi pour absorber leur toxicité, ils ont commencé à se dévorer entre eux. Stanislas reprochait à sa mère de l'avoir trop gâté et rendu vulnérable. Le père reprochait à la mère d'avoir laissé des traces écrites stupides. C'était une implosion au ralenti, et je n'étais plus là pour recoller les morceaux. Et moi? J'étais occupée à renaître de mes cendres. 3 mois ont passé depuis cette nuit fatidique à Angers. L'hiver a laissé place à un printemps timide mais prometteur. Je vis maintenant à Bordeaux, une ville magnifique où personne ne connaît mon nom de famille, où personne ne sait qui je suis. J'ai utilisé le peu d'économie qui me restait, celle que j'avais cachée sur un compte secret dont ils ignoraient l'existence, pour louer un tout petit local dans le vieux quartier Saint-Pierre. J'ai ouvert mon atelier de restauration de livres. Je l'ai appelé l'atelier du Phénix. Le nom est un peu cliché, je sais, peut-être un peu dramatique, mais il est tellement vrai. J'ai brûlé mon ancienne vie pour en construire une nouvelle. Je n'ai pas récupéré l'argent qu'ils m'ont volé. Je ne le récupérerai probablement jamais, car ils ont organisé leur insolvabilité ou dépensé le reste en frais d'avocat. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui n'a pas de prix, ma liberté et ma paix d'esprit. La semaine dernière, la porte de mon atelier s'est ouverte avec le tintement joyeux de la clochette en laiton. Je me suis retournée, un outil de reliure à la main, un peu de colle sur le nez. C'était Madame Valérie. Elle se tenait là, élégante comme toujours, regardant autour d'elle, humant l'odeur du vieux papier, de la colle et du cuir, une odeur qui pour moi est celle du bonheur. C'est petit, a-t-elle dit en souriant. Mais ça a une âme. On sent que c'est habité par la passion. Elle a posé un carton lourd sur mon établi en chêne. J'ai ici une collection de premières éditions de Victor Hugo, des pièces rares. Elles ont souffert de l'humidité dans mon château. Elles ont besoin d'amour et de soins. Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à vous, Maglone, pour les sauver. J'ai ouvert le carton. C'était un trésor. Un travail de plusieurs mois, minutieux et passionnant. Un contrat qui allait me permettre de vivre confortablement pendant 1 an, de payer mon loyer et d'investir dans du nouveau matériel. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Ai-je demandé, la gorge serrée, les larmes aux yeux. Vous en avez déjà fait assez à Angers. Elle m'a regardé avec une douceur maternelle que je n'avais jamais vue chez ma propre mère biologique. Elle a posé sa main gantée sur la mienne. Parce que le courage doit être récompensé, ma petite. Il faut beaucoup de force pour se lever et dire non à ceux qui sont censés nous protéger. Et parce que le talent ne doit pas être étouffé par la médiocrité des gens toxiques. Vous êtes une survivante, Maglone. Et les survivantes méritent de briller. J'ai accepté le travail avec gratitude. En sortant, elle s'est arrêtée sur le seuil, la main sur la poignée. Au fait, j'ai croisé votre mère à Angers l'autre jour, au marché. Elle était seule. Elle a pris 10 ans en 3 mois. Elle m'a demandé si je savais où vous étiez. Elle avait l'air hantée. Mon cœur a raté un battement. Une vieille peur réflexe. Et qu'avez-vous dit? Ai-je murmuré. Madame Valérie m'a fait un clin d'œil complice. J'ai dit que vous étiez morte. La fille qu'ils maltraitaient, la fille qu'ils appelaient l'erreur, est morte cette nuit-là au restaurant. La femme qui est devant moi est une inconnue pour eux. Elle est hors de leur portée. Elle est inaccessible. Elle est sortie, me laissant seule avec mes livres, mes outils et mon avenir radieux. Ma mère avait dit, on aurait dû t'abandonner. Elle voulait me blesser. Elle voulait me détruire, me réduire à néant. Mais sans le savoir, elle m'a donné la clé de ma prison. En disant ces mots, elle a coupé le dernier fil invisible qui me retenait à eux,
ce fil d'espoir toxique qui me faisait revenir vers eux pour chercher des miettes d'amour. Être abandonné par une famille toxique n'est pas une punition. C'est une libération. C'est comme être abandonné par une tumeur ou une gangrène. Ça fait mal sur le coup, l'amputation est douloureuse, mais c'est la seule façon de guérir et de survivre. Aujourd'hui, je me réveille sans peur au ventre. Je ne vérifie plus mon téléphone avec angoisse en voyant leur nom s'afficher. Je ne cherche plus l'approbation de gens incapables d'aimer. Je suis peut-être moins riche que sur le papier, je vis dans un petit appartement, mais je suis riche d'une paix intérieure que tout l'or de mon père ne pourra jamais acheter. J'ai appris une leçon essentielle, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie, du hasard génétique. La famille, la vraie, c'est le respect, la loyauté et l'amour inconditionnel. Si vous ne trouvez pas cela chez vos parents, ne désespérez pas, cherchez-le ailleurs. Créez votre propre famille, avec des amis, des mentors, des gens qui vous choisissent autant que vous les choisissez. C'est mon histoire. L'histoire de la fille qui devait disparaître, qui devait s'effacer, mais qui a décidé de briller si fort qu'elle a aveuglé ceux qui voulaient la garder dans l'ombre. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je sais que c'était intense et peut-être douloureux pour certains d'entre vous. Si vous aussi, vous avez dû couper les ponts pour sauver votre peau, ou si vous hésitez encore à le faire, mettez un j'aime à cette vidéo pour montrer votre force. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de courage pour dire non. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de justice et de résilience. N'oubliez jamais, vous valez mieux que ce qu'ils disent de vous. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. À bientôt.